Aujourd'hui, au menu, les cités lacustres et leur architecture sur pilotis. Et pour explorer ce système constructif, rien de tel que la plus belle et impressionnante cité sur l'eau qu'il soit, Venise. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, la cité des Doges n'est pas construite sur l'eau, mais bel et bien sur une gigantesque et insoupçonnable forêt engloutie sous nos pieds. Venise étant un condensé d'histoire et en particulier d'architecture, il fallait bien commencer par le début, enfin la base, enfin ses fondations quoi. Une ville construite sur des centaines de petits îlots sableux, au milieu d'une lagune de plus de 260 km² sur lesquels les Vénètes sont venus s'installer à partir du 5e siècle. S'il y avait bien, jusqu'alors, quelques pêcheurs dans cette lagune, mais qui diable a pu pousser ce peuple à construire l'une des plus belles cités du monde dans un milieu aussi hostile et humide qu'un marais? Alors que la région se trouve à l'époque à la croisée des empires, Rome d'un côté et Constantinople d'un autre, les barbares, les Huns puis les Lombards font leur entrée dans l'arène. Et après avoir taillé la Gaule en pièces, ils déferlèrent sur l'Italie du Nord. Les Vénètes partirent donc se réfugier à l'intérieur de la lagune, laissant sur la terre ferme ces barbares, plus habitués à cavaler qu'à nager. Isolés au sein des marécages, Venise était née. Puis s'émancipa pour devenir la capitale du commerce mondial. En un mot, la Sérénissime. Eh bien, comment les Vénitiens ont-ils pu construire sur ces îlots sableux plus de 100 églises et 400 palais reliés par plus de 450 ponts? Eh bien, je vous le disais au début, des pilotis. Et oui, une technique millénaire utilisée aux 4 coins du monde. En effet, les maçons enfonçaient dans le sol de longs pieux, appelés des paliers, qui se résumaient à des troncs entiers de chêne ou de mélèze. Ils les enfonçaient jusque dans le carento, une couche d'argile plus stable qui se trouvait à quelques mètres sous le sable. Puis ils les recouvraient d'un plancher, le zataron, fait de 2 couches successives de planches entrecroisées. Ainsi, la descente de charge ne se faisait pas seulement sur quelques pieux, mais sur tous. Ce zatteron tient son nom des zatterrés, ces longs quais au sud de la ville qui tiennent eux-mêmes leur nom des radeaux qui descendaient le fleuve Pô et qui s'amarraient ici pour débarquer leur longue cargaison de bois venus des Alpes ou des Balkans. Car il y a une chose qu'il ne faut pas oublier avec le bois. Complètement immergé dans l'eau, il ne peut pas pourrir. L'absence d'oxygène empêche en effet les agents qui pourraient l'attaquer de se développer. La terre sableuse des îlots était alors emprisonnée par ces structures de bois immergées et protégée par la boue de la lagune. Les maçons posaient ensuite sur ce plancher les murs porteurs de l'édifice. Ils étaient en pierre d'Istrie, une roche blanche et élégante, mais surtout compacte, quasi imperméable et résistante à l'eau de mer très corrosive. Comme son nom l'indique, il la faisait venir d'Istrie, une région de l'actuelle Croatie, restée longtemps sous domination vénitienne. Ces murs, montés au-dessus du niveau de la mer, assuraient alors l'étanchéité du bâtiment. Entre ces murs, ils remblayaient, puis posaient le sol sur lequel nous pourrions enfin marcher. La base était faite. Mais pour soulager ces fondations de bois précaires, il fallait que dessus, le bâtiment soit le plus léger possible. C'est pourquoi à partir du XIe siècle, les maçons décidèrent de construire sur cette base en pierre, non plus des murs de bois, mais des murs en briques. Un matériau solide, léger et résistant au feu. Ils adoptèrent alors quelques principes de base. Incliner les murs vers l'intérieur pour éviter l'évasement de leur construction. Ne pas dépasser 3 étages, mais surtout percer les façades de grandes colonnes et de grandes fenêtres pour ne pas augmenter encore une fois le poids de ces constructions. Des contraintes était née la beauté.
Et ces lois étaient les mêmes pour tous. Seule la façade principale pouvait se parer de pierre ou de marbre, et tout le reste était en briques. Ce qui est parfois surprenant, en particulier quand on regarde les côtés des palais du Grand Canal. Ah, le Grand Canal, la plus belle avenue du monde. Enfin, la brique pour tous, ça, c'était avant. Car à la Renaissance, la démesure des grands architectes les fait bâtir des monuments tout en pierre, nécessitant de multiplier le nombre de pieux. Car on parle de forêt, mais ça veut dire quoi exactement? Eh bien, par exemple, l'église Santa Maria della Salute se trouve édifiée sur 1 156 672 pieux, longs de plus de 4 mètres. Le travail de fondation dura d'ailleurs 2 ans. Ou encore le campanile San Marco, qui nécessite à lui plus de 100 000 arbres. On va peut-être s'arrêter là pour les comptes, non? Des pieux, ok. Utiliser des matériaux légers, ok. Mais le sol de Venise a toujours bougé. La région est en effet réputée sismique. Les maçons ont donc cherché à rendre leur construction élastique pour s'adapter au maximum au mouvement de terrain. Et c'est pour ça que les murs ne sont pas solidaires mais simplement encastrés les uns dans les autres. Et c'est pour ça aussi que les planchers sont juste reliés au mur par des tiges métalliques qui peuvent se tordre comme bon leur semble. Et pour les rendre un peu plus résistants, les palais étaient tout simplement alignés côte à côte et ce parfois très proches. Très proches. Très proches. Mais les Vénitiens ont fait preuve d'ingéniosité également à l'extérieur des bâtiments pour s'adapter à leur milieu. Ils ont mis au point un système ingénieux de récupération des eaux de pluie pour amener l'eau potable jusqu'aux habitants. Sous quasi tous les campos de la ville, dont le sol est légèrement en pente, se cachent des cavités d'argile remplies de sable. Tout simplement du sable, comme tamis naturel. L'eau s'y déverse, s'y purifie au goutte à goutte et se récupère enfin dans de nombreux et sublimes puits. De véritables ouvrages d'art sculptés devenus des repères dans le paysage vénitien. Et ça, c'est sans vous parler des ponts et canaux de la ville qui l'ont peu à peu façonné. Car si les hommes n'étaient pas intervenus, Venise n'aurait plus les pieds dans l'eau. Qui l'eût cru? Les alluvions apportées par le fleuve se seraient déposées en couches successives, ensablant toujours un peu plus la lagune et faisant disparaître la faune et la flore qui vivaient là. Les alluvions et la boue. La boue provenant des eaux usées des habitations. Burk. Car les fosses septiques, ça, les Vénitiens, au début, ils en avaient pas besoin. La marée suffisait à jouer le rôle d'épuration. Mais aujourd'hui, avec la tonne de touristes, c'est pas la même histoire. Un peu comme le ramassage des poubelles. Du coup, ils sont obligés d'isoler des portions de canaux, de les assécher et de les nettoyer le plus souvent possible. Bon, on va pas se mentir, ça sent pas toujours la rose, surtout l'été. Et oui, car même en s'adaptant et en faisant preuve d'ingéniosité, on peut parfois être rattrapé par Dame Nature. Malgré sa beauté, Venise semble souffrir du temps qui passe. Église, palais, campanile. Les campaniles sont justement les premières victimes de cette architecture sur pilotis dans un milieu précaire. Trop haut et sur une base trop petite, beaucoup se sont écroulés, comme celui de Sant'Angelo qui tomba par 3 fois et qui plus jamais ne fut reconstruit. D'autres ont eu la chance de renaître de leurs ruines, comme celui de San Marco qui s'écroula en fracas lors du tremblement de terre de 1902. Heureusement, beaucoup sont encore debout, mais penchent jusqu'à inquiéter les Vénitiens qui passent à leurs pieds. Malgré les supports métalliques dissimulés ici et là, certains sont même condamnés, comme celui de San Pietro di Castello ou encore celui de San Giorgio di Greci qui, lui, bizarrement, pencha depuis le début de sa construction. Mais que se passe-t-il alors ?
Malgré le talent des grands architectes de la Renaissance et les techniques de sauvegarde modernes des bâtiments, certains disent que Venise s'enfonce et d'autres qu'elle est submergée par la mer. Mais qu'en est-il exactement? Eh bien les deux, mon capitaine, entre phénomènes naturels et interventions humaines désastreuses. Car oui, c'est vrai, Venise s'enfonce. Ses fondations de terre et de vase, malgré ses pièges de bois, s'enfoncent inévitablement de plus de 4 cm par siècle. Et l'homme n'a pas arrangé ce processus. Dans les années 30, le grand port de Marghera fut construit au fond de la lagune sur la terre ferme. Et pour fonctionner, ce grand port n'eut pas meilleure idée que quoi? Pomper tant et tant que la nappe phréatique s'est effondrée et Venise s'est enfoncée par là même de plus de 13 cm en un siècle. Tamara. Et l'eau monte alors ou pas? Eh bien, connaissez-vous les aqua alta? Il s'agit d'un phénomène de marée qui entraîne l'inondation partielle de la ville de l'automne au printemps. Naturellement, l'eau peut monter lors de ces deux marées journalières de près de 50 cm. Mais si on y ajoute le sirocco, un vent venu du sud et les différences de pression atmosphérique, l'eau peut monter d'1,80 m en tout. Plutôt gênant, non, quand on ne mesure qu'1,60 m, vous trouvez pas? Mais ça, les Vénitiens sont habitués. Quand la cloche des Ifraris sonne, ils chaussent leurs bottes et montent des passerelles comme celle-ci, sur lesquelles circuler au sec. Et le plus impressionnant, c'est bel et bien sur la Piazza San Marco, le point le plus bas de la ville. Si autrefois, ils surveillaient le niveau de la mer grâce à des pierres gravées, aujourd'hui, ils utilisent un marégraphe. Un appareil qui mesure les variations à partir d'un point zéro, en l'occurrence le niveau de la mer en 1897. Mais à voir les 5 premières marches de la Salute constamment sous l'eau aujourd'hui, on dirait bien que le niveau a monté. Bah oui, parce que je ne vous parle pas du réchauffement climatique et de la montée des océans qui aggrave évidemment ce phénomène tout à fait étonnant. Si, je vais vous en parler en fait. Imaginons la mer Adriatique comme une grande bassine, avec des marées de plus en plus hautes et de plus en plus fortes, oscillant de l'Italie jusqu'à la Croatie. Ça fait des niveaux de vagues jamais atteints dans la lagune. Et là encore, l'homme n'a pas aidé à la protection de la ville, car des vagues, lui, il a su en créer dans cette paisible cité piétonne. Depuis de nombreuses années, le trafic est intense sur les canaux. Et pas seulement en gondole, plutôt en bateau à moteur de tout type, pétrolier, paquebot, tout ce que vous voulez. Pour qui on a même élargi les passes et creusé un grand canal qui menace aujourd'hui l'écosystème de la lagune. Leur passage crée des vagues érodant les berges et leurs hélices des turbulences qui déchaussent les pierres des fondations. C'est pour cela qu'il existe d'ailleurs aujourd'hui des règles strictes de circulation sur l'eau. Et avec tout ça, les briques de nos beaux palais, qui ne devaient jamais être en contact avec l'eau salée de la lagune, eh bien elles le sont. Et comme le café à travers le sucre, eh bien l'eau monte à travers les murs. Et si l'eau, elle s'évapore, eh bien le sel, lui, non. Il y reste dans la brique, se cristallise et la fait éclater. Seule solution trouvée aujourd'hui, glisser des feuilles de plomb entre la pierre et la brique. Pas très pratique. Évidemment, Venise a été classée au patrimoine mondial de l'humanité et de nombreux comités de sauvegarde ont vu le jour pour essayer de la protéger. En particulier après l'Aqua Alta du 4 novembre 1966 qui provoqua de gros dégâts et surtout les départs des Vénitiens sur la terre ferme. Ils étaient 100 000 hier, moins de la moitié aujourd'hui. L'idée du projet MOSE, de l'abréviation Modulo Sperimentale Elettromeccanico, est de créer des digues amovibles fermant les 3 passes de la lagune en communication avec l'Adriatique. Et ce de manière temporaire pour ne pas perturber son écosystème. Le projet sera définitivement achevé en 2018, enfin normalement. Mais d'ores et déjà, de grandes portes en acier ont été fixées au fond de ces passes. Mais remplies d'eau, elles resteront tapies au fond de l'eau, l'air de rien. Mais en cas d'alerte, c'est-à-dire au moins 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, eh bien ces portes, on y injectera de l'air, puis elles se lèveront doucement pour jouer leur rôle protecteur. Beaucoup restent perplexes face à ce projet à plusieurs milliards, critiquant le fait de ne pas s'attaquer à la cause du problème. Avoir creusé des autoroutes pour donner accès au port de Venise et de Marghera à des bateaux de gros tonnage. Et puis la réalité, c'est que personne ne peut assurer que ces digues fonctionneront vraiment. Si on ajoute à ça les mises en examen pour détournement de fonds de 2004, ça vient dur d'être convaincu. Financement de sa propre campagne électorale avec l'argent du MOSE, débauchage des ouvriers du chantier pour sa propre maison. Hey! Salute!
Bon, j'avoue, je me suis un peu égarée du sujet initial. Revenons à nos moutons. Pourquoi vous parlez de Venise? Parce que c'est une ville superbe et qu'un jour elle disparaîtra peut-être? Certes. Mais surtout parce que le niveau des océans ne cesse de monter, diminuant nos territoires habitables constamment, et ce pour des populations toujours plus nombreuses. Et qu'il serait peut-être temps de regarder de plus près nos belles utopies de cités flottantes, tout en prenant en compte les erreurs du passé. Vous pensez pas?